Mesdames et messieurs les présidents, présidentes, mesdames et messieurs les directeurs, directrices, je m'essaye à les appellations plus ou moins inclusives. Chers collègues, chers amis, cher Gilles, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir une nouvelle fois à l'Aéroclub de Paris pour vous présenter les vœux de l'Agence nationale des fréquences en ce début d'année 2018. Nous allons vous présenter avec Gilles chacun notre facette des réalisations et des perspectives de l'agence. Je vais pour ma part aborder plus particulièrement la gouvernance de l'établissement, ses partenariats, ses partenaires et son action internationale. Nous allons essayer, l'un comme l'autre, nous sommes fait des promesses sur la durée de nos discours, nous allons essayer d'être brefs. Et nous y arriverons cette fois. L'année 2017 a été une année de transition pour le conseil d'administration de la NFR d'abord, et le conseil que j'ai l'honneur de présider. Pour certains initiés, vous le savez en effet, le processus de renouvellement est tous les 5 ans, et il tombe assez souvent de ce fait une année d'élection présidentielle. Ça ne change rien d'ailleurs au renouvellement du conseil d'administration, a priori, simplement le renouvellement de ce conseil se fait en 3 temps, c'est assez bien maîtrisé en 3 temps. Et à cette occasion, je voulais d'abord remercier bien sûr les membres sortants du conseil d'administration qui ont accompagné, guidé les pas de l'agence depuis 5 ans, et bien sûr saluer les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants. Un petit rappel, notre conseil comporte, outre son président, 19 administrateurs. Début 2017, donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et l'ARCEP ont renouvelé respectivement leurs administrateurs, en l'occurrence en la personne de Julien Mourlon et de Rémi Stefanelli. Au printemps, ensuite, avec les premiers bourgeons, les administrations ont désigné leurs représentants qui, dans l'ordre protocolaire du gouvernement, sont ministère de l'Intérieur, ministère chargé des Transports, Affaires étrangères, ministère des Armées, ministère chargé des communications électroniques, ministère de la Culture, le ministère chargé du budget et enfin le ministère chargé de l'Outre-mer. Enfin, c'est au mois de novembre 2017 qu'ont été désignées les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Ces administrateurs, choisis par notre tutelle, reflètent les nouvelles orientations de notre établissement et je souhaiterais vous les présenter rapidement. Tout d'abord, mais faut-il vraiment la présenter, Joël Toledano, économiste, a vu son mandat reconduit. Sa présence témoigne de la valeur croissante des fréquences pour les entreprises et pour la société, ainsi que de l'utilité de réfléchir à de nouveaux mécanismes pour les mettre à disposition, ces fréquences, à disposition de tous les usagers, actuels et nouveaux. Arnaud Lucossi a également été reconduit. Sa carrière lui permet d'appréhender les questions d'innovation, mais aussi les enjeux des opérateurs mobiles, comme celle des diffuseurs audiovisuels. Le conseil d'administration accueille pour la première fois Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE. Cet établissement public, partenaire de l'Agence pour la diffusion du signal horaire, a également un statut d'EPIC. Ce statut sera peut-être un jour celui de notre agence, qui sait. Joël Gauthier, vice-président de chez Nokia, nous apportera sa vision stratégique et la sensibilité d'un constructeur européen, irremplaçable expérience lorsqu'il s'agira bientôt de déployer la 5G. Enfin, Emma Park, qui est directrice Europe chez Sigfox, symbolise un nouvel axe de développement de l'agence au contact des startups avec une perspective de développement international. Sigfox a ainsi signé récemment d'importants contrats en Chine lors de la visite d'État du président de la République. Avec ce nouveau conseil d'administration, l'agence aborde donc 2018 sereinement, avec un équilibre dynamique. Pour l'année qui vient, je souhaite vous proposer des résolutions selon 2 axes d'effort, concertation nationale et développement international. Concertation d'abord, c'est l'une des raisons d'être, cette concertation de notre conseil. Son importance croît sans cesse à mesure que le spectre radioélectrique devient indispensable à de plus en plus d'acteurs. En effet, si l'usage des fréquences a longtemps été réservé à quelques organismes spécialisés, les télécommunications, l'espace, la défense, l'audiovisuel, nous assistons aujourd'hui à une éclosion de nouveaux intervenants dans des domaines de plus en plus variés. La concertation organisée au sein de plusieurs commissions du Conseil doit donc s'intensifier encore pour que tout le monde trouve sa place.
C'est un effort qui implique à la fois nos administrateurs, qui pour plus de 50% d'entre eux représentent les grands affectataires traditionnels, affectataires de fréquence, et également l'environnement du Conseil, où apparaissent tous ces nouveaux acteurs. C'est donc un de nos efforts que je recommanderais pour la prochaine année. En 2017, nous avons ainsi abordé et traité de nombreux sujets sensibles. D'abord, la montée en charge des sujets liés au transport. Et ce n'est pas terminé. Si les transports maritimes et l'aviation civile sont depuis longtemps les thèmes dominants côté transport, désormais, nous devons compter avec un développement accéléré des transports terrestres. C'est un peu une nouveauté, mais pour ceux qui se penchent sur le sujet, effectivement, les voitures autonomes ont besoin de fréquences, et encore plus près de nous, les transports ferroviaires. Et donc le conseil d'administration a été assez régulièrement sollicité pour éviter ce qu'on pourrait appeler la bataille du rail. Je remercie l'agence d'avoir trouvé des solutions concrètes pour permettre notamment la mise en service, pour prendre des exemples, dans les temps de la nouvelle gare parisienne de Rosa Parks, dans le 19e arrondissement, ainsi que de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Ce n'était pas forcément gagné. C'est-à-dire que le train marchait, mais on n'est pas sûr d'avoir toutes les liaisons et les transmissions nécessaires. Il ne s'agit pas encore, on ne parle pas là de relations avec les utilisateurs, les voyageurs. Nous aurons besoin demain de trouver de la même manière des solutions pour accompagner l'essor des drones et des villes intelligentes, ces fameuses smart cities. Les nouvelles contraintes opérationnelles des ministères régaliens, par ailleurs, qu'il s'agisse de la défense ou de l'intérieur, nous ont animés et mobilisés. Avec l'instauration de l'état d'urgence, vous vous en souvenez bien sûr, et l'opération Sentinelle, nos forces armées doivent avoir les moyens, et nos forces de sécurité doivent avoir les moyens de déployer leur communication au cœur des villes. Je salue les efforts de tous les affectataires qui ont permis ces ajustements dans l'attente de textes rénovés qui vont permettre d'organiser effectivement plus formellement ces pratiques. Je souhaiterais enfin évoquer un thème plus loin des préoccupations de tous les jours, mais qui sollicite régulièrement nos capacités de concertation. Il s'agit de la radioastronomie. Certes, nous pourrons nous appuyer un jour sur de nouveaux types d'ondes. Les ondes gravitationnelles, vous le savez depuis peu, ont été découvertes et ça nous permettrait normalement un jour d'observer les étoiles lointaines ou les trous noirs. Mais en attendant, la France, qui dispose de chercheurs de classe internationale en radioastronomie, et ceux-ci ont besoin, que ce soit au cœur de la Sologne ou sur les hauteurs des îles comme la Réunion, ont besoin d'un silence électromagnétique particulier, presque parfait, pour observer les astres lointains. C'est donc grâce à une intense concertation que nous parvenons à maintenir des bandes d'observation suffisamment larges, qui sont des sortes de havres de paix ou d'oasis au milieu de la ville tentaculaire et industrieuse qu'est devenue le spectre aujourd'hui. Cette concertation a toujours abouti et je remercie ici tous nos affectataires pour leur approche constructive. Dans la plupart des cas, le fait que notre tableau national de répartition des bandes de fréquences, le TNRBF, qui résume l'ensemble des décisions du Premier ministre organisant le spectre, ait pu être publié en 2017, démontre une fois encore que ce qui rassemble reste plus fort que ce qui pourrait nous séparer ou nous diviser. Je souhaite donc que 2018 nous permette de progresser encore dans cette direction. Enfin, cette concertation nous est tout aussi utile lorsque nous devons nous accorder sur l'impact sur notre territoire des émissions venant de l'étranger. Le spectre ne connaît, vous le savez, pas de frontières. Et trouver des accommodements avec les pays voisins ou avec les satellites qui nous survolent, c'est bien des satellites qu'il s'agit, et pas les pays satellites, les satellites qui nous survolent constituent une exigence particulière de notre métier. C'est le sujet de la coordination qui est indispensable pour protéger nos émetteurs, mais aussi permettre le déploiement de nouveaux programmes en télévision, en radio numérique ou en téléphonie mobile. Donc 2017 a vu ainsi le succès du programme de coordination européen pour le déploiement des nouveaux canaux UHF de TNT entre les mains du CSA, ainsi d'ailleurs que celui des réseaux 4G, l'achèvement des réseaux 4G, des coordinations aux frontières pour la 4G dans la bande 700 MHz, ceci entre les mains de l'ARCEP. Les enjeux internationaux ensuite, et pour terminer, où la concertation nous a fait insensiblement gagner l'international, et évoquer ces enjeux paraît maintenant tout à fait naturel. Donc des enjeux qui sont cruciaux pour que la France maintienne les moyens de sa souveraineté. Nous avions déjà eu l'occasion de l'aborder il y a 2 ans. Nous avions parlé des résultats de la conférence mondiale des radiocommunications. Évidemment, une conférence mondiale s'annonce de nouveau. Elle aura lieu en fin 2019.
Et l'enjeu principal de 2018, de cette année qui vient, qui s'ouvre, sera effectivement la préparation de cette conférence mondiale des radiocommunications 2019, cette réunion où tous les experts du spectre se réunissent pour stabiliser des points importants pour la progression des usages du spectre radioélectrique. Le premier trimestre 2018 verra donc s'intensifier les négociations au niveau international, au niveau donc de l'Union internationale des télécoms, l'UIT, mais aussi en parallèle européen, à travers la CEPT et le RSPG. Tous les secteurs sont une fois encore concernés, et notamment la CMR 19, comme les précédentes, ouvrira de nouveaux gisements de développement pour nos secteurs industriels. On peut penser par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, aux plateformes qui sont mi-aéronefs, mi-drone, d'Airbus Defence and Space ou de Thales Alenia Space. Les sujets récurrents reviennent quant à eux en force, en commençant par les travaux sur les bandes de fréquences pour la 5G, tandis que les conditions techniques d'ouverture des bandes 3,5 et 26 GHz seront fixées dès 2018 au niveau européen, ouvrant ainsi la voie à des autorisations au niveau national avant 2020. Les efforts en vue de la conférence mondiale porteront, eux, sur les bandes hautes 26 GHz, mais aussi 42 et 66 à 71 GHz. Avec à terme, donc, au total, une perspective de plus de 11 GHz de spectre pouvant être harmonisé au niveau européen, ce qui représente une quantité considérable d'informations qui pourront être échangées grâce à ces nouvelles capacités. Donc, malgré cette forte attention pour les bandes de fréquences millimétriques, on parle de fréquences millimétriques, quand on parle de dizaines de gigahertz, l'ensemble du spectre reste concerné par la recherche de ressources nouvelles. L'ensemble du spectre, et en particulier le spectre bas du spectre, reste concerné par toujours cette recherche de ressources nouvelles pour les communications mobiles. Ainsi, une extension des ressources pour le Wi-Fi est actuellement recherchée dans la bande 6 GHz. On a abandonné la bande 5 GHz, on va vers la bande 6, et bande pour laquelle il reste à identifier d'ici 1 an et demi des solutions innovantes pour des utilisations en partage de spectre avec les services existants. Notre vigilance restera aussi de mise sur le respect des engagements pris en 2015 de sanctuariser l'usage audiovisuel de la bande UHF. Mon souhait est donc que 2018 soit l'occasion de présenter ces enjeux en faisant œuvre de pédagogie. Donc nous allons nous astreindre, je sais que Gilles est tout à fait sur cette longueur d'onde, de faire de la pédagogie active, effectivement, aussi bien vis-à-vis des affectataires, vis-à-vis des milieux économiques industriels, que, je pense, du grand public, c'est possible. Au passage, je voudrais signaler que la pédagogie est effectivement quelque chose que l'agence est en train de découvrir, auquel elle prend goût. Les personnels de l'agence sont appelés actuellement de plus en plus, effectivement, à déployer leur talent et à montrer ce que nous savons faire sous un angle, effectivement, qui est peut-être pas de la vulgarisation, mais qui est effectivement de l'ordre du pédagogique dans des différents domaines et selon des vecteurs assez variés. Et je voudrais saluer cet effort qui est tout à fait une porte qui s'ouvre vers plus de compréhension d'un monde assez secret jusqu'à maintenant, le monde des fréquences. En conclusion sur ces aspects internationaux, il est tout à fait important de comprendre que la France doit aborder dans l'unité la dernière phase de préparation de cette conférence mondiale. À la fin de l'année 2018, donc 1 an presque avant l'échéance de la conférence mondiale elle-même, nous devrons avoir défini des positions nationales stabilisées, car le début de l'année 2019 sera consacré à l'articulation finale des positions européennes. À cet horizon, le débat se placera en outre d'autant plus au niveau communautaire que la définition de la position de l'Union pour la CMR 19, de l'Union européenne pour la CMR 19, prendra cette fois une toute nouvelle importance. Le jugement récent de la Cour de justice européenne qui annule la décision du Conseil sur la conférence mondiale précédente, sur la conférence mondiale 2015, ouvre en effet grand la voie vers un rôle accru de l'Union lors de la CMR 19. 2018 est donc le moment ou jamais de la mise en cohérence de nos orientations et je compte sur vous tous, ici réunis ce soir, pour contribuer à ce que nous soyons prêts à temps. Je n'oublierai pas de rappeler également la coopération développée par l'agence avec certains pays du monde, notamment ceux de la CAPTEF, la communauté francophone en matière de communication, induisant ainsi des relations amicales et fructueuses depuis de longues années avec certains pays, notamment africains et du Maghreb. J'adresse à distance mes vœux à ceux qui sont devenus nos amis,
en sachant que nous saurons aussi continuer notre concertation à ce niveau-là, une concertation approfondie, en particulier dans la perspective de la prochaine conférence mondiale. En conclusion, en restant dans un registre international de circonstances, Gilles m'a un peu soufflé cette voie-là, pourquoi ne pas évoquer les auspices de 2018 à la lumière des traditions chinoises ? Dans quelques semaines, le Nouvel An chinois mettra à l'honneur, figurez-vous, le chien, l'élément étant la terre. Quelle signification revêt l'année du chien ? En fait, dans l'astrologie chinoise, il faut savoir que les natifs du chien sont honnêtes et loyaux, aimables et prudents. La loyauté et la sincérité qui les caractérisent les poussent à faire tout leur possible pour aider les personnes qui sont importantes à leurs yeux. Cela semble un parfait résumé de ce que l'agence veut vous apporter pour l'année qui vient. Concertation, résumé, concertation, harmonie, travail en équipe, on a tout dit, réussite de projets ambitieux, tout est dit ou presque. C'est donc dans le même esprit que je vous souhaite à tous, à titre personnel, tout le bonheur de vivre dont vous puissiez rêver, et que le positif l'emporte de beaucoup sur les moments difficiles, et que 2018 soit pleine de bonnes surprises, qu'elle se révèle stimulante et, une fois de plus, passionnante. Merci Gilles. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc, je remercie Jean-Pierre pour sa présentation de la gouvernance du conseil d'administration et donc pour sa nomination, le félicite pour sa nomination également pour piloter le conseil et donner ses directions stratégiques à l'agence avec les administrateurs pour les 5 ans qui viennent. Et donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi ce soir de vous accueillir pour ces vœux de l'Agence nationale des fréquences, ses vœux pour 2018. 2017, c'était l'année de nos 20 ans. C'était un cap important. 2018, nous avons 21 ans. Il n'y a pas si longtemps, 21 ans, c'était finalement la date de la majorité et de l'entrée dans la vie d'adulte. Donc, le temps passe et nous rend de plus en plus majeurs dans cet univers qui est un univers en pleine ébullition. Vous êtes venus ce soir à notre soirée, je vous en remercie. Il y avait toutes sortes d'autres possibilités, donc je suis très sensible au fait que vous ayez choisi l'Aéroclub de Paris. Peut-être avez-vous utilisé les transports en commun. Donc vous avez passé votre passe Navigo sur un lecteur sans contact, puis vous êtes entré dans une rame de métro où vous avez tenté de lire vos mails ou de regarder l'actualité. Et dans beaucoup de rames de métro aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, en sortant votre smartphone à réaccrocher le GPS, vous avez découvert miraculeusement où se trouvait l'Aéroclub et vos pas vous ont conduit jusqu'ici. Et vous avez peut-être croisé en chemin 3 militaires de l'opération Sentinelle avec leur talkie-walkie dans une main et leur FAMAS dans l'autre. Vous avez donc été dans une sorte de bain de fréquence. Si vous aviez choisi la voiture, ce serait presque identique, puisque vous auriez écouté la radio pendant votre trajet, vous auriez d'un œil impavide observé votre GPS, parfois utilisé Waze pour trouver un moyen d'éviter les bouchons. Vous auriez vu le balai des bateaux-mouches en toute sécurité sur la Seine qui transporte des tas de touristes sans collision. Vous auriez trouvé une place de parking miraculeusement en surface, vous auriez quitté votre voiture, vous seriez venu jusqu'ici, elle se serait verrouillée automatiquement au moment où vous vous éloignez, et pendant que vous m'écoutez actuellement, un sympathique contractuel met en œuvre un nouveau dispositif du stationnement à Paris et vous met un PV avec un téléphone sans contact. Donc en fait, les fréquences sont réellement au cœur de notre vie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où elles sont essentielles à notre vie contemporaine. Nous sommes dans un monde sans fil. Et justement, en 2017, l'agence a œuvré sans relâche aux côtés des affectataires pour que ces fameuses fréquences, comme on le dit dans le monde de la téléphonie, passent, pour que ça fonctionne. Car si ce monde sans fil est invisible, il n'est pas pour autant sans tension, parfois aussi d'ailleurs sans passion. Donc, oui, d'ailleurs c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, voilà. Ça y est. Donc, l'année 2017, pour essayer de la résumer rapidement, je vais tenter, pour reprendre le mot-clé de notre hackathon de mai, qui a été un succès, et dont je salue d'ailleurs nombre de participants qui nous ont rejoints ce soir, je vais tenter de rendre pour quelques instants visible l'invisible. Alors, l'invisible, notre métier, c'est de l'organiser. Nous l'avons organisé. Nous avons, comme l'a dit le président,
signé tous les accords aux frontières dans les temps pour permettre le changement d'usage de la bande des 700 MHz entre l'audiovisuel et la téléphonie mobile. Nous avons jeté les bases de l'harmonisation de nouvelles bandes pour l'Internet des objets, qui est un sujet extrêmement important pour l'avenir des fréquences. Nous avons, en décembre juste mois dernier, pour la première fois, publié un rapport sur les points atypiques, ces points un peu mystérieux où le niveau de champ dépasse la moyenne généralement constatée, mais qui est un premier élément d'application de la loi Abeille sur la sobriété de l'exposition du public. Nous avons aussi veillé à ce que le GSMR, et le président l'a rappelé, soit opérationnel sur 16 000 km de voies ferrées pour plus de sécurité. Et je voudrais remercier à cette occasion la SNCF, Réseau et Mobilité, Cinérail, le ministère des Transports, les opérateurs mobiles et l'ARCEP, car faire rouler un train, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, surtout avec des fréquences. Nous avons libéré aussi la bande de 700 à Marseille, à Toulouse, à Nice, en Corse, ce qui fait à peu près 6,6 millions de Français impactés par le changement, dont la moitié avaient effectivement besoin de faire des opérations parce qu'ils avaient la télévision via l'antenne râteau. Tout s'est passé avec beaucoup de fluidité, donc je remercie tous les diffuseurs audiovisuels qui ont fait le nécessaire, mais aussi nos collègues du CSA, et puis également les préfectures, où nous avons eu des relations suivies avec les chargés de mission TIC auprès des égards, pour justement permettre de sensibiliser les territoires à ce qui allait se passer, car la télévision, c'est vraiment l'affaire de tous. Nous avons d'ailleurs aussi remboursé les opérateurs audiovisuels des travaux qu'ils ont réalisés, ce qui est une opération un peu complexe parce qu'il y avait des débats sur le modèle de calcul, mais grâce à l'aide de l'ARCEP, grâce à des discussions passionnantes, nous avons trouvé un modèle qui désormais permet tout ça, de faire fonctionner tout ça avec beaucoup de simplicité dans le cadre de nos fonds d'aménagement du spectre. Nous avons délivré des aides aux téléspectateurs. Nous avons aussi géré les questions des micros sans fil pour le spectacle vivant qui était perturbé par ce changement d'usage des fréquences. Et nous avons enfin garanti le déploiement de la 4G dans les bandes 700 et 800, puisque depuis le début du déploiement des antennes relais dans la bande des 700 MHz et des 800 MHz, nous avons contribué à la pose de 108 000 filtres sur les antennes des usagers, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu intervenir, c'est les opérateurs mobiles qui prennent cela en charge avec des installateurs d'antennes locaux, il a fallu poser 108 000 filtres. Ce n'est pas énorme par rapport au progrès que constitue la 4G, mais encore fallait-il le faire, sinon, avec 108 000 filtres qui n'auraient pas été là, ça aurait été suffisant pour déclencher une petite révolution. Donc, ce que nous avons fait aussi pour faire avancer ces sujets, c'est... Évidemment, j'ai un petit problème de chronologie, mais ça ne va pas tarder à se résoudre. Il me manque la page 4. Voilà. Nous avons maintenu la diffusion du signal horaire. Mais rassurez-vous, il y en a encore 25. La signal horaire sur les grandes ondes. Grâce à l'aide du LNE, à la Confédération de l'horlogerie, et grâce à TDF et son site d'Allouis, nous avons donc aussi assurer la bonne marche hertzienne de nombreux grands événements, bien sûr, Tour de France, Roland-Garros, 24 heures du Mans, comme tous les ans, mais aussi cette année, championnat du monde de handball, aussi de hockey sur glace. Nous avons fait aussi une première incursion dans le monde du cheval et de France Gallo. Nous avons aussi, et c'est un élément assez grave et important, nous avons concouru à rétablir les dégâts de la tempête Irma à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, puisque en fait, vous voyez, c'est Pic Paradis, le point culminant de Saint-Martin, juste après l'ouragan, et tous les émetteurs, ou presque, sont à terre. Et ça, c'est donc Alain Beauchot, notre responsable sur place, qui, avec l'avion des douanes, a fait les repérages et a permis très rapidement de remettre en service tous les services audiovisuels, notamment la radio et la télévision, pour que les Saint-Martinois et les gens de Saint-Barthélemy puissent savoir quoi faire très vite et réagir. Puis ensuite, on a supervisé la remise en service de tous les systèmes mobiles. Donc l'agence est là aussi pour réparer les accidents de la vie et pour faire en sorte que tous les réseaux fonctionnent. C'est un peu ce que disait l'Est républicain dans un récent article où il nous a qualifiés de gardiens du spectre. Gardien du spectre, c'est joli. Bon, j'aurais préféré la galaxie, mais le spectre est un commencement passionnant et il va aussi au bout de la galaxie. Donc nous sommes des gardiens du spectre et nous allons perpétuellement faire en sorte que le spectre fonctionne. Alors,
dernier point pour 2017, dernier point sur ce travail sur l'invisible, nous avons préparé de nouveaux espaces du spectre. Nous avons préparé l'introduction de la 5G. L'introduction de la 5G, c'est aussi la protection de sites de réception satellite, puisque la 5G va s'implanter dans des bandes où il y a déjà des personnes. Dans toutes les bandes, il y a toujours un usage aujourd'hui, et chaque fois qu'on utilise une bande pour un nouveau service, il faut faire attention aux personnes qui s'y trouvent. Donc, on est en train de travailler avec le Météo, le CNES, la Défense, pour mettre en place les bandes 5G et les transférer en quelque sorte à l'ARCEP, qui va derrière faire des opérations sur la 5G. Nous avons aussi instruit l'autorisation de la méga-constellation OneWeb, une constellation en orbite basse, 720 satellites qui vont apporter de l'Internet au monde entier et qui ont décidé de passer par la France pour leurs autorisations. Donc OneWeb, c'est une autorisation qui a été signée par le ministre au tout début de l'année et qui va se déployer assez rapidement avec des satellites qui sont réalisés aujourd'hui à Toulouse. Nous avons coordonné avec des opérateurs mobiles, les constructeurs, les mairies et JCDecaux, la mise en place de petites antennes dans le mobilier urbain, les antennes qui sont sur des abribus. Et nous avons fait des tests pour nous assurer d'abord du bon fonctionnement du système, et ça c'est fait avec les opérateurs mobiles, bien sûr, tour à tour, les plus récents étant à Montreuil et au Kremlin-Bicêtre. Ici, vous avez une vue d'Annecy. Et nous avons aussi vérifié au passage l'exposition du public provoquée par ces appareils, et également l'acceptabilité sociale, pour voir comment les personnes réagissaient. Et il n'y a eu aucun vandalisme, l'acceptabilité a été bonne. Ce qui veut dire que demain, avec les fréquences millimétriques, qui sont des fréquences qui portent peu, la voie est ouverte à l'utilisation de ces émetteurs dans le mobilier urbain, des émetteurs qui sont au plus près, parce que le progrès, c'est des émetteurs moins puissants, plus nombreux, qui vont permettre aussi d'économiser les batteries des téléphones et qui vont permettre de réduire l'exposition du public, ce qui est un peu paradoxal pour tous les gens qui ne connaissent pas le sujet, mais effectivement, plus d'émetteurs, ça veut dire moins de puissance. Et nous avons enfin été lauréats d'un challenge pour la réforme de l'État qui nous permet aujourd'hui d'être présents une fois par semaine à Station F, la ferme de start-up qui se trouve au métro Chevaleret, donc qui est la plus grande ferme de start-up en Europe et peut-être dans le monde. Et nous allons aussi, avec l'aide des affectataires, expérimenter des nouvelles méthodes d'inscription des droits. On va le faire au départ sur des fréquences temporaires avec la blockchain. Donc l'agence des fréquences est vraiment dans l'innovation, est vraiment là où se passent les choses nouvelles, et on utilise à tout instant les nouvelles technologies pour rendre les fréquences plus efficaces et pour loger plus de monde dans les fréquences. Alors, dernier point, comment aussi faire pour justement rendre les fréquences plus compréhensibles. Les fréquences, c'est terrible quand on travaille dans ce domaine parce que c'est un domaine invisible, un domaine parfois inquiétant où finalement la connaissance de nos concitoyens est très faible. Il est absolument nécessaire, et je crois que tous les gens de l'agence en sont désormais convaincus, d'expliquer comment fonctionnent les fréquences, que les fréquences apportent, d'expliquer que la vie moderne sans fréquences est tout simplement impossible. Donc, nous publions régulièrement l'observatoire des sites de téléphonie mobile pour pouvoir observer justement la progression de la téléphonie 2G, 3G, 4G. Ça se fait en bon accord avec l'autorité de régulation. Nous publions aussi... non, c'est bon, ouais, j'en garde. Pardon. Oui, nous publions aussi... oui. Non, oui. Non, c'est vrai. Merci. Nous publions aussi les résultats des mesures de champ qui sont gratuites. Nous en faisons près de 4000 par an. Chacun peut demander, vous pouvez demander une mesure de champ si vous le souhaitez dans votre salon ou devant chez vous. C'est gratuit, c'est publié, c'est posté sur Carto Radio, ce qui permet d'avoir une vision objective du niveau de champ qui est faible et qui est bien maîtrisé en France. Nous publions aussi depuis peu les valeurs de DAS que nous mesurons sur les téléphones, le débit d'absorption spécifique en open data. L'open data est au cœur de nos activités et de notre développement. Nous avons mis en ligne récemment la fameuse maison ANFR qui permet de voir l'exposition produite par un certain nombre d'objets du quotidien, et nous rajouterons progressivement des autres objets du quotidien. C'était l'hiver, nous avons fait la maison ANFR, on envisage au printemps de faire le jardin ANFR, après peut-être que nous allons faire à l'été la plage ANFR, mais partout nous sommes entourés d'objets qui émettent quelques vols par mètre. Il faut sortir de l'obscurantisme, expliquer exactement ce que ces objets produisent et se rendre compte que tout cela est maîtrisé, qu'il y a des normes et qu'on est là aussi pour les vérifier.
Nous avons participé à de nombreuses réunions de concertation localement, des réunions avec les collectivités locales, avec les opérateurs mobiles, avec les opérateurs d'énergie, pour essayer aussi d'expliquer la situation de manière objective en cas de site relais controversé, ce qui est malheureusement fréquent, et très souvent aussi avec les compteurs intelligents que nous avons tous testés, et on est souvent dans des réunions où on parle de compteurs Linky, on explique ce qui se passe de manière à apaiser les craintes de nos concitoyens. Alors comment cela est-il possible au quotidien? C'est grâce aux valeurs de l'ANFR. D'abord, c'est une administration qui a une compétence technique qui est unique. Bien sûr, les opérateurs, les diffuseurs ont aussi des compétences du même type. Dans l'administration, l'ANFR rassemble des techniciens, des ingénieurs qui connaissent parfaitement le système des fréquences, qui ont une connaissance intime du spectre. Nous sommes aussi en contact permanent avec les élus, avec les professionnels, les antennistes, les installateurs d'antennes qui nous permettent d'avoir des retours. Nous avons aussi des relations structurelles avec les radioamateurs, avec beaucoup de personnes qui connaissent parfaitement les fréquences, qui nous permettent d'avoir des capteurs sur tout ce monde du spectre. Nous utilisons plusieurs fonds d'intervention qui parfois dépassent notre budget, le fonds de rémunération du spectre, le fonds de financement des mesures électromagnétiques, le fonds d'aménagement du numérique qui a été utilisé pour la TNT et qui va être bientôt remplacé par un nouveau fonds, le phare TV, qui va servir aussi à donner une aide aux personnes qui auraient des problèmes de réception de télévision. Et nous avons aussi le financement spécifique de la bande 700 qui nous aide justement à nous projeter devant nos concitoyens pour expliquer ce qui va se passer et donner les gestes qui vont permettre de bien s'adapter aux changements de fréquence. Donc nous sommes une administration technique, une administration concrète de terrain, puisque tout simplement, en métropole, nous avons 11 implantations, c'est-à-dire qu'il y a une ANFR près de chez vous dans quasiment toutes les régions, et nous avons aussi 4 antennes d'outre-mer, donc la ANFR est là partout où les fréquences fonctionnent en France. Et je remercie tout notre personnel de sa conviction et de sa passion pour son métier, puisque c'est comme ça aussi qu'on maintient une compétence technique pointue qui nous permet, je crois, d'être un référent dans le domaine. Alors pour 2018, quels objectifs ? En réalité, on va poursuivre cette tentative de rendre visible l'invisible, on va essayer de rendre plus tangible l'invisible, et tout d'abord, on va poursuivre l'introduction de nouveaux services. Alors naturellement, je me félicite de l'accord intervenu dimanche pour le renforcement de la couverture mobile entre le gouvernement, les opérateurs mobiles, l'ARCEP. C'est une excellente décision que de convertir la valeur des fréquences en valeur immédiate et concrète pour la couverture et la qualité de service. Donc l'ANFR est clairement prête à contribuer à cet effort national avec tous ses moyens techniques et de compréhension de ce secteur. Nous allons aussi approfondir les transports intelligents. La France est encore fière d'avoir une industrie automobile solide. Les transports intelligents doivent être une priorité pour la France comme ils le sont pour l'Allemagne, pour la voiture autonome. Donc nous allons investir dans ce domaine-là pour faire des expérimentations de transports intelligents, pour les accompagner et se trouver dans le peloton de tête le plus vite possible. Bien sûr, la CMR19 est au centre de nos préoccupations parce que c'est la dernière année de préparation France avant l'année de préparation Europe-Monde, qui est l'année 2019. Donc, bien sûr, c'est une grande priorité et on compte sur vous pour réussir ce challenge. La bande 700 va battre son plein. Nous allons faire 7 phases de la bande 700 en 2018, ce qui signifie que nous allons impacter 23 millions de téléspectateurs. Ça fait quasiment la moitié de la population française qui va devoir être informée que la télévision va changer de canaux. Donc nous serons là. Bien sûr, le CSA sera là également. Et les diffuseurs, les chaînes de télévision, que je salue, seront là aussi. Et elles nous aident beaucoup grâce à leurs émissions qui permettent justement de rendre plus simple cette opération qui, jadis, était extrêmement inquiétante, qui était le rescan des chaînes pour retrouver ces programmes. Tout se passe bien, et ça se passe d'autant mieux que nous n'avons plus le système qui permettait d'aider les personnes âgées avec nos amis de la Poste. Donc désormais, les personnes âgées sont livrées à elles-mêmes, mais finalement, le travail a été bien fait, puisque désormais, on constate qu'elles sont autonomes et qu'elles arrivent à trouver des solutions ou à se faire aider par leur famille. Enfin, dernier point, et je voudrais y insister, la 5G. On a beaucoup parlé de couverture ces derniers temps, on a beaucoup évoqué l'extension de la 4G, c'est absolument nécessaire et c'est un élément
d'aménagement du territoire, mais n'oublions pas la 5G. J'ai récemment fait un voyage en Asie rapide, mais qui m'a permis de constater l'avancée extraordinaire qui était celle des Coréens du Sud, en tout cas, et des Japonais. Dans 24 jours, le 9 février, vont commencer les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, et il y aura des tests 5G avec les spécifications qui ont été publiées au milieu du mois de décembre par le 3GPP. Donc la 5G est quelque chose qui existe. Et c'est avec évidemment beaucoup d'intérêt que j'ai lu l'interview de Sébastien Soriano dans l'usine nouvelle qui est sortie aujourd'hui, dans laquelle il explique qu'on va faire des tests en 5G en France et également. C'est aussi avec beaucoup de ferveur que je vous encourage à contribuer à la consultation de la Direction générale des entreprises autour de la 5G. Il faut que la France devienne une nation de la 5G, parce que la 5G, c'est évidemment plus de rapidité, plus d'efficacité, mais c'est surtout l'entrée dans les fréquences de tas d'acteurs qui n'y étaient pas, des acteurs qui aujourd'hui, des acteurs industriels qui découvrent les fréquences, qui vont rentrer dans ce domaine et qui doivent comprendre le fonctionnement du dispositif. Donc la 5G est un gros enjeu. Nous avons dégagé les fréquences pour la 5G, nous serons là pour assurer le service après-vente, y compris sur le terrain. Il faut que la France prenne rang. Nous allons aussi poursuivre la modernisation de l'agence et de sa gestion. Nous avons depuis peu fait des tests, parce que finalement on parle de drones, mais on s'en sert aussi. Donc on a chez nous des pilotes de drones désormais parfaitement certifiés, capables de faire des tests de fonctionnement de sites à partir de drones. Voici, on n'a pas mis la vidéo, mais voici une photo prise par un drone de l'agence face à un véritable site. Donc on sait actuellement, comme d'ailleurs le font aussi les diffuseurs de télévision ou de téléphonie, on sait aujourd'hui constater in situ la situation quand on a besoin de faire une inspection approfondie. Donc on utilise aussi les engins qu'on rend possibles, les drones. On a également un système informatique qui est en train de se rénover radicalement avec notre projet SURF, qui va permettre de favoriser la distribution de fréquences pour les réseaux privés et aussi pour les réseaux temporaires, et qui va donc créer une productivité plus importante, donc plus aussi de réponses possibles. Nous allons ouvrir de nouveaux téléservices, car l'agence aujourd'hui fait beaucoup de choses en téléservice. Si vous avez un bateau, la licence VHF, vous pouvez l'obtenir en téléservice. D'autres fonctions de l'agence vont être obtenues en téléservice. Nous allons ouvrir les systèmes d'aide Phare TV, qui sont désormais possibles grâce au texte. Et bien sûr, tout ça sera consigné dans un contrat d'objectifs et de performance que l'agence doit signer cette année avec son ministre de tutelle. Donc, nous poursuivons la modernisation. Nous allons aussi approfondir cette démarche de transparence et d'explication, parce qu'on n'a jamais fini d'expliquer comment fonctionnent les fréquences, et plus nous aurons réussi à l'expliquer, plus nous aurons réussi à convaincre de l'utilité de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous faisons collectivement, puisque dans cette salle, finalement, notre point commun, c'est d'utiliser les fréquences, c'est aussi de vivre via les fréquences, mais nous ne sommes qu'une minorité. Il faut en avoir conscience, et si nous voulons convaincre les personnes que ce que nous faisons est bien pour l'ensemble de l'État, il faut aussi que nous évangélisions et que nous expliquions à quel point ce travail est nécessaire, parce que les fréquences aujourd'hui sont vraiment un endroit où se nouent énormément de points d'aménagement du territoire numérique de demain. Donc, pour pouvoir poursuivre cette transparence, nous mettons en œuvre la nouvelle directive RED d'exposition des terminaux, et nous allons donc publier de plus en plus d'informations sur les terminaux que nous testons dans ce cadre-là. Aller plus loin dans la publication d'informations sur le DAS, par exemple, parce que c'est une demande visiblement d'un certain nombre d'acteurs. Nous allons relancer aussi notre conférence qui a été mise en suspens l'année passée du fait des 20 ans de l'agence, puis aussi du changement de gouvernement. Donc nous allons relancer cette conférence internationale sur des nouvelles thématiques en 2018. Nous allons relancer notre hackathon qui a été extrêmement fructueux, puisque ça nous permet d'avoir un nouvel esprit qui insuffle tous ces travaux sur les fréquences, des nouvelles idées, aussi des réalisations passionnantes. Et le hackathon nous a aussi permis, sans doute, de favoriser justement un nouveau discours, une nouvelle posture par rapport à des générations nouvelles qui sont certainement celles qui demain vont pouvoir développer des startups, développer des applications.
Nous avons fait l'an passé une BD. Cette année, quand vous sortirez de cette salle, vous aurez la possibilité d'emporter un jeu des 7 familles amélioré qui a été conçu par des lauréats du hackathon, le prix spécial du hackathon de l'an passé. C'était ce jeu-là qui s'appelle Framily. Donc les fréquences rentrent dans les 7 familles et du coup rentrent dans le cercle familial. N'hésitez pas à jouer à ce jeu avec vos enfants. S'ils sont jeunes, demain, peut-être, intégreront-ils l'Agence des fréquences. Donc, je vous souhaite, en conclusion, en mon nom et en celui de tous les agents de la NFR, une bonne et heureuse année, que de bonnes ondes vous accompagnent tout au long des mois qui viennent. Je vous remercie.